Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, je suis Théo, éducateur sportif, maître nageur sauveteur et coach de natation. Et ce podcast s'adresse aux adultes qui veulent comprendre l'eau pour nager à leur façon, qui veulent intégrer la natation dans leur vraie vie. Ici, le problème n'est jamais la personne, c'est jamais toi le problème, c'est jamais que la natation n'est pas fait pour toi, c'est ce qu'on t'a appris. Et surtout, dans quel ordre. Ce que tu vas entendre aujourd'hui est un des 10 épisodes tirés de la même journée, le fameux 25 juillet 2026 pour la journée mondiale de prévention de la noyade. J'ai tenu 10 heures de direct avec des invités. J'ai eu la chance de recevoir des maîtres nageurs, des formateurs, un champion olympique, une femme qui a appris à nager à 63 ans et tous les acteurs, tous les secteurs des centres aquatiques, de la piscine, de la natation étaient présents. Chacun est venu avec son bout de sujet et personne n'avait les mêmes clés de lecture. Aucun n'a entendu les autres et pourtant, ils se répondent. Et pourtant, ils ont des idées communes, mais aussi suffisamment de divergences pour que ça soit constructif. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux creuser un petit peu davantage, demain soir à 19h, le brief reprend ce que cet épisode laisse ouvert et le ramène à ta prochaine séance. Comment rendre concrètement ta prochaine séance plus efficace, plus productive. C'est gratuit, ça prend 2 minutes à lire. Le lien est sous cet épisode ou alors directement sur swimsmart.fr/inscription-brief. Je te laisse avec l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour Lucas, normalement tu es à l'image. Bonjour. Et bonjour Théo, merci pour l'invitation. C'est pas un exercice très évident pour moi, c'est la première fois que je participe à un podcast. Je vais faire au mieux, si je suis pas clair ou quoi que ce soit, t'hésites pas, et de manière à ce que tes auditeurs puissent comprendre tout ce qu'on raconte. Parfait, c'est très gentil. Pour l'instant, c'est très clair. J'avoue que moi, après 3 heures, j'ai perdu aussi en termes de clarté. Donc, t'inquiète pas, t'es pas tout seul. Et j'ai encore J'imagine. 7 heures à tenir. Mais c'est la passion qui prend le dessus et l'importance du message. Avant justement qu'on parle du message, on va peut-être rebondir sur le clip qu'on vient de voir. J'ai vu que tu étais en studio, donc tu l'as vu aussi, sur Oui, le rôle que joue l'alcool l'été. Parce que c'est vrai que l'été, c'est barbecue, c'est rosé, c'est pétanque, c'est plein de trucs. Et du coup, exactement. ça peut avoir un impact très rapidement avant de basculer sur ton sujet à toi et sur ton parcours. Quel est ton avis, toi, sur ce clip-là et sur l'importance de l'alcool? Écoute, on le voit pas mal là dans l'actualité, surtout cette année. Bon, évidemment, on a l'actualité feu de forêt, mais on a également l'actualité noyade. La plupart des jeunes qui se noient, donc à compter de 16 ans, on le sait, c'est dû, effectivement aux agents psychotropes, aussi bien l'alcool que les stupéfiants. Et évidemment, ça désinhibe, évidemment, ça donne l'impression d'être plus fort que ce qu'on est, mais au contraire, ben, ça nous fait perdre, nos moyens, nos capacités physiques, nos capacités d'analyse. Et si on peut passer un message, et ce serait bien qu'il soit écouté, c'est que, au même titre que quand on prend la route, quand on s'apprête à se baigner, il faudrait éviter de consommer aussi bien de l'alcool que des stupéfiants. Voilà. Si on accepte et qu'on comprend que l'alcool peut désinhiber et enlever les barrières pour aller parler à des filles ou aller draguer, bah, faut comprendre aussi que ben, ça enlève les barrières aussi quand on nage. Et donc, c'est pour ça que c'est important à faire. Merci pour Exactement. ce point, ce rappel qui malheureusement ne sera jamais trop fait, comme un peu toute cette journée. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, Lucas, est-ce que tu peux te Mmh. présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, Lucas Furlet. Je suis tout récemment, le directeur de la Fédération nationale des métiers de la natation et du sport. J'ai pris mon poste le 1er janvier 2026, pardon. Avant, j'étais, au bataillon des marins-pompiers à Marseille pendant 10 ans. Et sinon, ben, côté natation, j'ai eu la chance de pouvoir passer mon BPGEPS, AN, à l'âge de 16 ans, parce que j'étais émancipé, évidemment BNSSA également à l'âge de 16 ans. J'ai pu œuvrer sur, les plages, landaises en tant que BNSSA, et après en tant que MNS, j'ai vogué, aussi bien pour sponsoriser mes études, où j'étais MNS, dans une piscine à Lille, et après, j'ai continué, mon employabilité de MNS en parallèle à mon parcours militaire, parce que j'intervenais principalement dans les quartiers nord, de Marseille, pour l'apprentissage des personnes qui n'ont pas accès aux piscines.
D'accord, passionnant, plein de trucs qui me viennent en tête. Premièrement, j'essaye de faire un épisode sur comment les militaires vivent la natation, parce que je sais qu'ils doivent s'entraîner en natation D'accord. pour leur mission et tout, et je trouvais ça Mhm. passionnant de parler avec quelqu'un. Donc voilà, donc si tu as un contact ou si même toi tu peux en parler pour un autre Mhm. épisode, ce sera avec plaisir. Ben, avec Ça, c'est plaisir, je pourrais voilà. soit tenir le crachoir, soit faire venir et proposer un intervenant, un moniteur de sport, par exemple du bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui est maître Voilà, nageur. parfait. Ça peut être une proposition. Ouais. Ben voilà, on en reparlera en off, mais c'est une idée qui me tente bien et donc parfait. Depuis des années, je me plante sur la signification de FNMNS, donc c'est bien que tu l'aies rappelé, Ouais. Fédération nationale des métiers de la natation et du sport. Voilà, je viens de passer d'être ridicule devant tout le monde, mais voilà, on apprend Non, et c'est bien. en fait, t'as pas été ridicule parce qu'il faut savoir que la FNMNS est née en 1946 et d'abord, elle s'appelait le Syndicat des maîtres nageurs sauveteurs. Ensuite, elle a été renommée Fédération des maîtres nageurs sauveteurs. Et tout récemment, moi, ça fait déjà une petite quinzaine d'années, mais on est passé Fédération des métiers de la natation et du sport pour pouvoir englober plus de professionnels et s'intéresser aussi un petit peu au personnel qui travaille sur le terrestre. D'accord. Alors, on voit tout Mmh. de suite ton côté pédagogue de pas dire que j'étais ridicule. On voit le professionnel de la transmission, de la pédagogie. Et, et c'est très bien et c'est très gentil à toi. Et mine de rien, ça fait une transition avec. Alors, il faut savoir que j'ai la pression parce que de tous les invités, toi, tu as bossé à mort pour préparer une trame avec plein de trucs à faire. Donc, j'ai la pression Oui, bah, là-dessus. j'ai essayé. Après, tu pas obligé. Si c'est décousu, en fait, je voulais que ce soit, ça me permettait à moi de me préparer aussi. Donc Oui, voilà, bien si sûr. après on passe d'un sujet à l'autre, il y a pas de problème. Là, si on suit scrupuleusement ma trame, je présente un petit peu plus la FNMNS. Est-ce que tu veux que je bascule Voilà, bah, là-dessus? j'ai fait exprès de me planter pour que tu puisses la présenter. Donc, Mais l'idéal, c'est quand c'est même de la parfait. présenter. C'est parfait. Donc, comme je l'ai dit, fédération maintenant des métiers de la natation et du sport. En gros, on représente à peu près 7000 professionnels. Dans les 7000 professionnels, il y a des BNSSA, il y a des surveillants de baignade, des SB. J'aurais dû commencer par là. Il y a des MNS, évidemment, tout titre, tout diplôme confondu. Et puis, on a aussi quelques, alors ils sont à la marge, mais on a quelques professionnels du milieu terrestre, des BP AA, etc., quoi. Nous, la première mission, donc, c'est représenter et défendre nos adhérents. C'est-à-dire que si jamais, on prend l'exemple des maîtres nageurs sauveteurs ou des BNSSA, parce que je pense que ton podcast s'adresse principalement à eux, mais s'ils ont des problématiques avec leur employeur, on peut leur mettre à disposition un juriste spécialiste sur tout ce qui est sujet de prud'homme. On a des avocats qui peuvent être à disposition, qui sont des experts du milieu aquatique. Ça, c'est principalement pour, bah, bon, ton podcast a ce nom, mais pour les problématiques, par exemple, de noyade. Vous savez que dès qu'il y a une noyade, il y a une mise en examen, ou du moins le procureur saisit l'affaire. Donc nous, on a des experts avocats qui sont proposés à nos adhérents. Et en fait, tout ça est compris dans leur adhésion. Ensuite, on a une deuxième mission, qui est une mission qui prend beaucoup de temps, c'est la formation. Donc on forme des personnes à tout niveau de secourisme, hein, du GQS le plus bas, donc les gestes qui sauvent, au PSE2. On forme évidemment des SB, on forme des BNSSA, on forme des BPGEPS, AAN pour le moment. Et pour te donner un ordre d'idée, on délivre à peu près 30 000 diplômes ou attestations. Ça, c'est sur une année. Pour pouvoir former, on a une force de frappe, on a 140 centres de formation qui sont répartis sur tout le territoire national. Donc, aussi bien les DOM-TOM que la France hexagonale. Et ensuite, ben, bien sûr, on a une troisième mission qui est plutôt contribuer à la politique publique. Et là, on participe à l'intégralité des groupes de travail concernant les évolutions des diplômes, concernant éventuellement les références techniques en secourisme ou bientôt les références techniques de sauvetage aquatique qui vont sortir incessamment sous peu. Voilà un petit peu Ok. le travail Et il faut, de il faut la bien que FNMNS.
Il faut bien que les auditeurs, et grâce à ton intervention, commencent à comprendre de l'importance. Enfin, vous êtes vraiment un acteur prépondérant du secteur aquatique. Enfin, moi, depuis que je suis maître nageur, il y a votre nom. Alors, Mhm. j'avais pas les significations, on a bien compris, C'est mais pas je grave. sais que vous êtes un acteur. Je sais que si j'ai un problème, si j'ai une noyade, quelque chose, un moment où j'ai besoin d'aide, je sais que vous êtes là et voilà, je sais que vous êtes prépondérant dans le milieu. Il faut bien que les auditeurs qui forcément vous connaissent pas parce que c'est quand même assez niche, hein, Mhm. euh, aient conscience de ça et de la chance qu'on a de vous avoir et qui va permettre d'éclairer pas mal de sujets qu'on a. Tu parlais par exemple tout à l'heure, on va commencer par ça avant de parler du PEA tout à l'heure. Tu Mhm. parlais de quand il y a une noyade, il y a enquête derrière. Ça, on ne sait pas forcément, les gens du tout public, ce qui se passe après la noyade. Mhm. Alors, pour l'avoir vécu quand j'étais en poste, et moi, ma 1re noyade, j'avais à peine 17 ans. Il faut savoir qu'il y a derrière, beaucoup de choses qui en découlent. Alors déjà, il y a le facteur stress pour l'intervenant. Moi qui étais pompier auparavant, un pompier a de la chance quand il intervient, il a pas de facteur stress parce qu'il reçoit un ordre de mission, il sait ce pourquoi il part et de toute façon, c'est pas sa faute, il est alerté pour ça. Par contre, le maître nageur qui est en poste, le BNSSA qui est en poste, quand il a une noyade, dans un premier temps, il a un facteur stress parce que c'est arrivé dans son lieu de baignade. Donc déjà, cognitivement parlant, c'est pas la même chose. Ensuite, quand je dis dans son lieu de baignade, c'est soit dans la piscine qu'il surveillait, soit dans sa zone de baignade ou éventuellement en périphérie, ça peut arriver. Mais il y a quand même un facteur stress supplémentaire. Ensuite, bon, on fait nos actions, toi, tu es maître nageur, tu connais les déclinaisons d'actions, je vais pas venir là-dessus, c'est pas le but. Mais par contre, une fois l'action, finalisée, même pendant déjà, on voit la gendarmerie ou la police arriver selon le secteur. Pour toute noyade, ils sont déclenchés. Alors, dans un premier temps, ils nous aident. Si jamais il y a un amas de personnes, de badauds qui nous filment, et cetera, ils vont pouvoir filtrer. Mais par contre, ils sont aussi là pour derrière mener l'enquête. Quand on dit mener l'enquête, et ça, je parle d'expérience, la première chose qu'ils font, c'est ils isolent tous les sauveteurs. Une fois qu'ils ont isolé tous les sauveteurs, il y a un tas de questions qui vont arriver. Où est-ce que vous étiez en poste? Est-ce que vous avez appliqué les procédures? Est-ce qu'il y a eu des pépins dans les procédures? Les pépins peuvent être multiples, hein, problème sur le défibrillateur, problème sur l'oxygénothérapie, problème avec la famille de gestion. Mais aussi, surtout, comme dit, est-ce que vous étiez en poste? Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Avez-vous consommé de l'alcool? Avez-vous consommé des stupéfiants? Etc. Donc en fait, on se retrouve, alors c'est pas une garde à vue, mais on se retrouve, assailli de questions et ça, il faut préparer nos professionnels à ça. Il faut savoir que, s'ils sont adhérents à la FNMNS, à partir du moment où ça leur arrive, on a une ligne qui est dédiée. Ils nous contactent et la première chose qu'on leur demande, c'est le rapport d'incident ou d'accident. Une fois qu'on a le rapport, nous, on leur met de suite à disposition, notre juriste de la FNMNS, mais on peut aussi détacher un représentant local. Ça arrive dans le 13, on vous détache une personne des Bouches-du-Rhône, qui peut venir et vous assister. Alors il vous assistera pas sur la première, entre guillemets, «audition» parce que vu qu'elle est immédiate, il ne pourra pas de suite se déplacer, mais il va pouvoir, dans un premier temps, assurer un petit, suivi, on va dire, psychologique, même si c'est pas un psychologue, hein, mais on va dire plutôt de soutien, pardon. Donc ça, il faut pas hésiter, à nous contacter si vous êtes adhérent, on vous enverra évidemment quelqu'un et ensuite derrière, ben, toute la panoplie juridique se mettra en branle et puis, ben, dans un premier temps, le juriste, après si nécessaire, l'avocat et cetera. Mais c'est intéressant parce que les gens, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, ils entendent à la télé, tiens, il y a eu un noyé, il y a eu un mort, et puis c'est tout, Mmh mh. quoi. Ils n'ont aucune idée. Et même moi, tu vois, j'ai eu la chance que ça ne me soit pas arrivé, donc je ne savais pas Ouais. qu'ils allaient m'isoler, poser ce genre de questions. Et c'est Ouais, ouais intéressant d'avoir ce point de et vue. Et c'est, pour nous surveillants, la plupart, on essaie de faire correctement notre travail et en fait, c'est un petit peu déstabilisant quoi de se retrouver face à un gendarme. Moi, je vous dis quand ça m'est arrivé, j'avais 17 ans. Donc, face à un gendarme en uniforme qui vous pose, des tas et des tas de questions, on se dit: «Punaise, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal?» Bon, j'avais la chance, j'étais déjà moniteur de secourisme à cet âge-là. Donc, mon procédé et cetera, je le connaissais, j'étais persuadé d'avoir tout mis en œuvre pour essayer de sauver cette personne.
mais c'est déstabilisant, ça c'est sûr. Et quelque part, je pense que les formations pour le moment, aussi bien de BNSSA que de MNS, préparent peut-être pas assez nos professionnels à cette problématique. Évidemment, on leur souhaite que ça ne leur arrive jamais. Malheureusement, ça arrive quand même assez régulièrement et il faut essayer de se préparer à cette interview qu'on aura quoi de la part des forces de l'ordre. Voilà, j'espère que celui que tu es en train de vivre est un peu mieux agréable, un peu plus agréable que celui offert par le gendarme la dernière fois. Et, Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Si à un moment donné, je me mets à trembler, je te dirais: «Écoute, je préfère la gendarmerie, on arrête». Ça marche. Avant de se lancer dans le sujet, je voulais profiter de ta présence. Est-ce que tu peux nous faire Mmh. un petit état des lieux du mois de juillet, du mois d'été? Comment ça s'est passé niveau noyade ou pas? Ou est-ce que tu Ouais, n'as pas encore les chiffres peut-être? Je ne sais pas comment ça remonte, alors quoi. si je suis en fait les chiffres. Alors, je les suis principalement sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de plus simple pour le moment. La petite problématique, c'est que l'enquête noyade du coup est pas finalisée, n'est pas officialisée. Donc les chiffres que je peux te donner, c'est pas des chiffres officiels. En attendant, pour le moment, on fait un état des lieux d'environ, 240 noyades, mortelles. Je vais parler que des mortelles, hein. À compter de mai. Alors il faut savoir que l'enquête noyade, a enfin ouvert un petit peu plus tôt que d'habitude. Auparavant, c'était seulement de juin à des fois seulement mi-août, pour des problèmes de gestion de l'enquête. Là, pour le moment, enfin du moins cette année, elle a ouvert un petit peu plus tôt, je crois que déjà l'année dernière. Donc à compter de mai, comme je disais, pour le moment, les chiffres que j'ai vus passer, c'était 240 noyades mortelles ou 242 d'ailleurs, je crois. Hem, En fait, c'est un état des lieux qui est pas comment dire? Qui est inquiétant, ça c'est sûr, mais qui est pas étonnant. Il faut savoir que, la plupart des noyades qui ont eu lieu, surtout, les mortelles, ce sont des baignades qui sont un petit peu, comment dire? Mmh, je dirais, comment expliquer? Enfin, qui n'ont pas eu lieu dans des zones de baignade, en fait, Ouais. qui sont aménagées et surveillées. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de taux de mortalité dans ces zones-là? Alors, beaucoup dans des zones rurales, beaucoup dans ce qu'on appelle de l'eau intérieure, donc soit des rivières, soit des lacs, parce que les délais de secours sont des délais de secours qui peuvent aller jusqu'à largement 20 minutes avant le premier vecteur de transport qui, là, en l'occurrence, sera les sapeurs-pompiers. Évidemment, ce qu'on appelle en secourisme, le no flow, c'est-à-dire une personne qui est, inanimée, suite à une noyade, ce que nous, dans le milieu aquatique, on appelle un stade 4, qui n'est pas massé, à qui on n'apporte pas d'oxygène et cetera pendant 20 minutes, et beh, évidemment, ses chances de survie sont complètement amenuisées. Quand ça arrive sur des zones de baignade surveillées et aménagées, on a un petit peu plus de chances de survivre, forcément. On a des BNSSA ou on a des MNS qui sont présents sur les lieux avec du matériel, et donc du coup, cette partie de no flow, donc de manque de réanimation, est beaucoup, beaucoup plus réduite et forcément, on augmente nos chances de vitalité. Ok. Bah sinon, on en parlait tout à l'heure, plutôt dans la matinée, forcément, de ce nombre de noyades qui est forcément inquiétant. Et moi, je Mmh leur mh. mettais un petit peu, pas en question, c'est pas du tout ça, mais de se dire, oui, ça augmente, mais il faudrait qu'on ait aussi le nombre de baignades, savoir si. Parce que du coup, on a l'impression que le travail qu'on fait, ça sert à rien, mais peut-être qu'il y a plus de noyés parce qu'il y a beaucoup plus de baignades, quoi. Eh beh de toute façon, ça, c'est déjà mis en exergue. Dans les enquêtes noyades, à chaque fois, tu vois les pics de noyades à partir du moment où il y a des pics caniculaires. Donc cherche pas, c'est mis en exergue. Peut-être que c'est pas, assez souligné, mais, s'il y a plus de noyades quand il y a une canicule, c'est tout simplement qu'il y a plus de baignades, tu as raison. Oui, oui. Mais c'est vrai que certains maîtres nageurs, surtout entre guillemets, les jeunes, très vite, ils sont Mmh mh. frustrés parce qu'ils se disent, attends, je fais tout le boulot. Et malheureusement, parce que forcément, le chiffre communiqué, c'est le nombre de morts, nombre de morts, nombre de morts. Alors qu'il Ouais, faudrait peut-être faire attention à ça. Et donc, tu confirmes qu'évidemment, le nombre de noyés augmente, mais le nombre de baigneurs augmente d'autant plus, quoi. exactement. Voilà, tout Exactement, ça pour dire que c'est tout le ouais, c'est travail sûr. fait, il faut continuer à le faire. Il n'est pas en vain. Il faut continuer. Non. Et voilà, ça nous dit que le travail qu'on fait, il est utile, mais il reste du travail à faire. Et c'est justement pour ça que tu es là,
Encore une fois, exactement. une belle transition. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce fameux PEA qui commence à circuler un petit peu sur Ouais, LinkedIn notamment? OK. Alors le PEA, c'est, un plan qu'on a commencé à réfléchir avec la FNMNS, pour le moment qui est pas mis en œuvre, hein. C'est vraiment, pour le moment en sujet de discussion. Le PEA, ça veut dire quoi? C'est un plan d'enseignement aquatique. Alors actuellement, il y a déjà plein de plans, qui ont été mis en place comme, le savoir nager en sécurité, par exemple. Heu, on trouve que c'est très bien, il faut rester sur ce savoir nager, mais par contre, il faut, mettre en place vraiment, des citoyens de l'eau, on va dire. Et le PEA, est, représenté par 3 grands piliers. Le premier, c'est tout ce qui est la prévention. Pour le moment, c'est une grosse carence. Pourquoi? Parce qu'il faut éduquer nos concitoyens à, l'aspect prévention. C'est-à-dire que, ce qui serait intéressant, c'est alors, pour le moment, je vais parler des enfants, mais il y a aussi les parents, hein, sur qui il faut travailler. Les enfants, c'est simple parce que, l'école, c'est un catalyseur. Tout le monde passe par l'école et il faudrait mettre en place des sessions de prévention, à l'instar des sessions de prévention qui existent déjà pour tout ce qui est sécurité routière. Il faudrait mettre des actions de prévention sur tout ce qui est noyade. Alors, quand je dis tout ce qui est noyade, c'est peut-être se détacher des campagnes qu'on voit actuellement. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux où on crée, à mon sens, quelques générations d'aquaphobes. On dit l'eau c'est dangereux, l'eau c'est dangereux. On a vu aussi apparaître, vous l'avez peut-être vu, un smiley énorme flottant avec, les yeux crevés, la bouche dégoulinant de sang, qui était mis, sur des rives. En fait, à mon sens, il ne faut pas créer des générations d'aquaphobes, il faut plutôt, créer des comme je disais tout à l'heure, des citoyens de l'eau et sur cet aspect prévention, il faudrait, commencer à apprendre aux enfants à identifier éventuellement, du courant, à identifier une zone de baignade où, le fond est instable. Je parle par exemple des gravières. Et identifier des zones de baignade où, par exemple pour les lacs, où l'eau est extrêmement froide, où dès qu'on se met à l'eau, bah, on perd déjà en capacité natatoire. Hem, identifier, tout bêtement les zones de baignade surveillées. Ben, voilà, c'est entre les 2 drapeaux maintenant jaune et rouge. D'autant plus que la réglementation a changé il y a 4 ans. Il faut réintroduire tout ça. Donc l'aspect de ce PEA, donc le plan d'enseignement aquatique, le premier pilier, c'est la prévention. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est quoi? C'est être à l'aise à l'eau. Alors, être à l'aise à l'eau, en fait, ça existe déjà. C'est le savoir nager, par exemple en sécurité pour les enfants en primaire. Éventuellement, avant, pour les maternelles, opter plutôt sur l'aisance aquatique. L'aisance aquatique, donc c'est l'apprentissage de la natation et surtout du confort dans l'eau. C'est quelque chose qui se fait principalement sans matériel et ça s'adresse un petit peu plus aux maternelles. Une fois qu'on a finalisé cette aisance aquatique, basculer sur le savoir nager en sécurité où, là, je vous passe le test, mais vous le connaissez, le saut, l'immersion, la flottaison, un petit peu de déplacement et puis, de nouveau la stature, verticale, donc le maintien le maintien dans l'eau, tout simplement. En fait, on parle de la natation, on veut toujours essayer de faire une nage codifiée. Mais c'est pas la nage codifiée qui sauve. Ce qui sauve, c'est la flottaison et puis c'est le début du déplacement et aussi savoir se sortir du bassin éventuellement. Tout ça, il faut continuer à l'enseigner, ça l'est déjà, mais il faut accentuer ça et on en parlera peut-être tout à l'heure avec, l'accession à l'eau pour les enfants et pour les adultes. Pardon, c'est un petit peu décousu, mais je reviens sur l'aspect prévention. Quand je dis: «Il faut apprendre aux enfants», il faut aussi apprendre aux parents. Il y a énormément de parents, pour le moment, qui, ne sont pas forcément capables d'identifier, une zone surveillée, qui sont pas capables d'identifier eux-mêmes, si c'est un endroit avec du courant, qui parfois, aussi peuvent, surestimer les capacités natatoires de leur enfant. Il faut savoir que, OK, s'il sait nager, ou du moins qu'il a de l'aisance aquatique dans une piscine, à partir du moment où on va dans un fleuve ou en mer, c'est déjà plus la même chose. Donc, attention à ça. Et j'en profite pour, vous faire une petite aparté concernant les brassards.
Ça, c'est du vu, du vécu. Faites très attention au brassard, c'est une fausse sécurité. Je vous explique pourquoi. Parce que à partir du moment où on met un brassard, en règle générale, on met de la crème solaire à notre enfant et s'il saute à l'eau, forcément, il va se retrouver à un moment donné, les bras levés. Vous imaginez brassard en plastique plus crème solaire, c'est la première chose qui glisse. Donc attention, les brassards, c'est entre guillemets «une fausse sécurité». Évidemment, le plus important, si votre enfant joue à l'eau, c'est garder continuellement un regard dessus. OK? Ouais, ouais, je confirme ça. Ça fait tout drôle, hein. J'ai déjà vu des parents le vivre en direct. Ça fait tout drôle quand ils se disent, ah bah regarde, c'est nickel, il y a les brassards, et se rendent compte que les brassards tombent. De toute façon, quel Mmh. que soit l'outil de sécurité, que ce soit brassard, gilet ou quoi que ce soit, je dirais plus qu'un œil dessus, avoir un œil dessus et être à proximité d'action. Parce que j'en pense à toutes celles et ceux qui sont en train de se bronzer dehors pendant que l'enfant il est à l'intérieur dans la piscine en train de nager, mais c'est bon, il a ses brassards et puis il a pied. Voilà. Exactement, exactement. Être, être en Le d'action, c'est important. dernier, palier de ce plan d'enseignement aquatique, c'est le A, et le A, ce serait adopter les bons comportements. Là, justement, on s'adresse aussi aux parents. En fait, ce qu'on arrive à proposer parfois quand on fait des leçons de natation à des enfants, c'est proposer aux parents de passer, par exemple, le GQS. Les gestes qui sauvent, c'est une petite formation en secourisme qui vaut pas grand-chose, en termes pécuniers, qui est un programme de formation uniquement de 2 à 3 heures. Mais en fait, on vous apprend les gestes, primordiaux de sauvegarde, comme par exemple la réanimation cardio-pulmonaire, comme par exemple la PLS, et pourquoi pas, sur cette phase d'adopter les bons comportements, proposer aux parents, bah, éventuellement des petites méthodes de surveillance, éventuellement des petites méthodes de sortie d'eau, aussi bien pour un adulte que pour un enfant. Alors rien de compliqué, on ne veut pas former de nouveaux BNSSA, on ne veut pas former de nouveaux, maîtres nageurs. Mais par contre, des parents qui peuvent être autonomes pour cette sortie d'eau avant que les professionnels arrivent. Éventuellement, déceler les premiers signes de noyade. Et je me permets de rebondir là-dessus. J'ai préparé un petit post, pour LinkedIn d'ailleurs à ce propos, que je publierai au courant de la semaine prochaine. Mais, une noyade, c'est pas quelque chose, de très cinématographique comme on voit, à Alerte à Malibu. Vous savez, les bras levés, le cri, le «à l'aide», «help me» et cetera. Non, une noyade, c'est beaucoup plus silencieux, c'est beaucoup plus subtil, ça arrive très rapidement. Les premiers signes à essayer de détecter chez un enfant, à partir du moment où un enfant qui joue dans l'eau ne fait plus de bruit, c'est qu'il y a un problème. De toute façon, de Cherchez pas. base, un enfant qui fait plus de bruit, de base, c'est qu'il y a C'est qu'il soit dans l'eau ou c'est pas. c'est vrai, exactement. Ensuite, il y a aussi, les cheveux. Ça, c'est un très bon vecteur d'information. À partir du moment où, quelqu'un qui a les cheveux assez longs pour que ça lui tombe sur les yeux, ne se recoiffe pas dans l'eau quand il sort de l'eau et cetera, il faut commencer à s'alarmer, à jeter un œil dessus et pourquoi pas se préparer à se mettre à l'eau. Parce que là, c'est que la personne commence à passer en mode survie. Hem On a évidemment, la bascule de la tête en arrière, pour essayer de chercher de l'eau, de justement éviter l'eau, pardon, L'air. chercher de l'air. Et après, ben, évidemment, si la nage commence à se dégrader, si la personne ne se déplace plus, mais au contraire commence soit à reculer parce qu'il y a du courant, soit à s'immerger progressivement, tout ça, c'est des signes, indicateurs du début d'une noyade. Donc en fait, ces signes-là, il faudrait les enseigner. Voilà, aussi bien aux enfants, aussi bien aux parents. Nos professionnels commencent à être avisés là-dessus. De toute façon, ils ont aussi une expertise pour. Mais c'est quelque chose, à mon sens, qui manque un petit peu. Mais c'est passionnant et c'est pour ça que je fais ce podcast aussi, c'est pour sensibiliser et c'est pour ça qu'il y a cette journée particulière et donc c'est top. J'en profite, tu parlais de Mmh. formation, de gestes qui sauvent. Le jour où cette interview deviendra un épisode, il y aura tous les liens en description. Mmh. Voilà, tous ceux que tu voudras m'envoyer, je les mettrai, donc n'hésitez pas. Et puis Ouais, de toute bien sûr. façon, c'est ce que je dis à chaque épisode, soyez curieux, allez voir les sites internet, allez voir la FNMNS, surtout maintenant que vous savez ce que ça veut dire, vous pouvez y aller les yeux fermés. Soyez curieux et en fait, c'est faire preuve de bon sens parce que tous ces signes que tu dis,
si on voit notre enfant courir et être fatigué, être de plus en plus essoufflé, ou avoir de plus en plus de mal à chercher de quoi s'asseoir et tout de suite, on va lui dire, bah attends, stop, on s'arrête et tout. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, dès qu'on est dans l'eau, on oublie tout ça, quoi. Le problème quand on est dans l'eau, c'est que, c'est un moment, d'épanouissement, c'est un moment d'amusement, et puis les enfants, en fait, aiment aller à l'eau, aiment se bah, j'ai quand on a chaud, évidemment, tout le monde aime aller à l'eau. Mais eux, à un moment donné, l'amusement prend tellement le dessus sur la fatigue que ça peut s'oublier. Et puis, nous, parents, ben, c'est un moment de détente. On peut un peu, oublier l'aspect, entre guillemets, dangereux, et le but du PEA, c'est pas de faire peur, mais c'est d'être en capacité, d'évaluer les risques plutôt. Donc on a bien vu, PEA, prévenir en amont, de toute façon, et c'est ça qui est intéressant et en même temps alarmant, je trouve, c'est que chacun Mmh. des acteurs qui est venu à ce micro a eu à peu près les mêmes mots. Et j'ai l'impression D'accord. qu'on pour l'instant, on n'arrive pas à s'asseoir pour se dire: «Attendez, on est tous d'accord à peu près sur notre état des lieux et sur ce qui manque. Est-ce Mmh. qu'on pourrait pas construire un truc tous ensemble?» Mais j'ai l'impression, alors d'un point de vue extérieur, parce que, je suis pas dans les cercles de travail, je suis pas là-dedans, Bien mais d'un sûr. point de vue extérieur, j'ai quand même l'impression que ça tend vers une mise en commun, des réflexions. Qu'on peut faire mieux, mais Ouais. que ça bouge. En fait, le petit problème pour mettre en place ce genre de plan, qui seraient des plans à grande ampleur, hein, c'est que, on tape dans plusieurs problématiques enfin, la problématique, tape dans plusieurs ministères. Quand c'est juste un ministère, c'est simple, c'est lui à lui de résoudre la problématique. Par contre, quand on commence à parler, ben, d'une problématique de santé publique, évidemment, il y a tout l'aspect santé qui rentre en jeu. Ensuite, évidemment, qui pense à noyade, on pense évidemment à savoir nager. Ça, c'est, ministère des sports. Et ensuite, ben, tout ce qui est formation des professionnels, encore on est encore assujetti à 2 ministères, aussi bien les sports que, l'intérieur. Et bien, à partir du moment où on tape sur plusieurs ministères, personne ne sait trop, comment réagir, comment ne pas dépasser sur les plates-bandes de l'un, comment prendre le sujet à bras de corps pour pas froisser les autres, et cetera. Et c'est effectivement, tout un écosystème qu'il faudrait réussir à remettre en place. Alors moi, je suis pas un politique, je suis pas un élu, hem, mais c'est quelque chose qu'il faudrait effectivement réfléchir à grande ampleur. Alors, moi, je suis un élu. Je suis élu de ma ville et de ma communauté de communes. Je suis pas sûr que ça a un grand Ah! impact sur le sujet, Eh mais beh eh beh, écoute, ça peut me permettre de faire une petite transition, sauf si tu veux qu'on suive notre, le plan que je t'avais envoyé. Mais est-ce que tu avais vu, passer ma communication concernant le label baignade? Je l'ai vu, je l'ai plus en tête, mais vas-y, tu peux en parler, je la cherche, comme ça Ouais. je peux l'afficher à l'écran pour tout le monde et puis, Oui, alors vas-y, alors moi j'ai vu que je comme ça pouvais faire je des partages d'écran. ah bah, vas-y, en plus j'ai même plus voilà, j'ai J'ai plus besoin de travailler, c'est nickel. Ouais, ça pourrait être Regarde, j'ai très bien. préparé. Oh là là, voilà, je passe pour un Partager amateur. l'écran. Non, il y a pas de mal. Et j'en profite pendant que tu partages, qu'il y a Tiffaine Caruso qui, sur LinkedIn, me dit: «Merci pour cette intervention, Lucas et Théo». C'est très gentil, merci Tiffaine. Vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions, vous pouvez interagir. Je ne sais pas si tu connais Tiffaine, Lucas, ou pas? Je crois pas personnellement, je crois qu'on a déjà, interagi sur LinkedIn, si je me trompe pas. Personnellement, il me semble pas. Après, tu sais, je vois énormément de monde, donc si Tiffen, je te connais, désolé, de d'avoir annoncé à l'antenne que je te connaissais Voilà. pas, Excuse-moi de t'avoir mis mais dans la sauce, Lucas, c'était pas le mais but et je crois qu'on a déjà interagi sur LinkedIn, sur certaines de voilà, mes publications de tête. je te laisse Est-ce prendre que la est-ce que main. tu le vois là, mon écran, ou pas? Non, je ne le vois pas. Attends, là, tu vois? Non, touj ah si, je peux l'ajouter à la scène. Alors, Ah, je l'ai OK. ajouté à la scène. Faut que je retire un truc. Je retire ça, je mets ça. Voilà, je deviens un vrai pro, je vais pouvoir me lancer sur Twitch pour de vrai, quoi. Ça y est. Bah, voilà, nickel. Donc là, c'est bon, vous voyez? Ouais, OK. Donc là, je vous ai, fait une petite infographie concernant le PEA et les 3 piliers. C'est vrai que j'aurais pu l'utiliser pendant ma présentation, mais on revient donc sur le prévenir, sur le être à l'aise dans l'eau et sur le adopter les bons comportements.
Et du coup, la transition que je faisais, c'est, la transition éventuellement, vu que toi tu es un élu, sur le label commune, baignade. En gros, actuellement, vous le voyez, quand on rentre dans une commune, il y en a énormément qui ont un petit panneau, ville et village fleuris. Le but, ce serait de se caler éventuellement sur cette idée et mettre en avant les communes qui proposent des baignades. Parce que, je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a énormément de noyades qui ont lieu dans des baignades qui sont ni surveillées, ni aménagées. Pourquoi? Bah, parce que là, je prends mon exemple, actuellement, je suis installé en Alsace. Le premier site de baignade, en extérieur est à plus de 40 minutes de route. Évidemment, si j'ai chaud, évidemment, si je dispose pas de piscine à la maison, heureusement c'est le cas, mais je pense que j'hésiterai pas à aller, peut-être me mouiller, dans le Rhin, peut-être me mouiller dans le grand canal d'Alsace ou dans une gravière à proximité. C'est d'ailleurs ce que je faisais quand j'étais minot, quand j'avais 15 ans. Hem À mon sens, c'est une problématique ça. Pourquoi? Parce que, ma commune, on en parlera peut-être tout à l'heure, également, mais auparavant disposait d'une piscine, qui a été fermée, qui a été démolie et forcément, les jeunes là de ma collectivité, mais je cite ma collectivité, mais il y en a plein d'autres, hein, en France, disposent pas d'accès de baignade à, moins de 40 minutes, des fois 1 heure de route. Quand on a 15, quand on a 16 ans, mis à part peut-être son petit booster ou alors son vélo, c'est compliqué de faire 40 kilomètres. Donc du coup, on a chaud, on se met à l'eau, dans un fleuve, on se met à l'eau dans un lac et c'est là que surviennent les accidents. D'autant plus, ces communes-là, en règle générale, ont des délais d'intervention des secours, qui sont établis par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques qui, avoisinent, les 20 minutes avant le premier engin. Je parle même pas des secours nautiques qui, des fois, sont à plus, d'1 heure. Donc, par exemple, les équipes de sauveteurs aquatiques, des pompiers. Hem, Ça, à mon sens, c'est une grosse problématique et il faudrait mettre en avant les collectivités qui proposent des baignades dans ces sites-là, avec des, professionnels, avec, des moyens de secours et tout simplement, on limiterait ces baignades sauvages. Donc voilà, c'était une petite idée, ce label commune baignade. On le fait pour les fleurs, pourquoi pas le faire pour les baignades surveillées? Oui et Toi il y a qui un peu es il y a un peu plus de risques avec les baignades, donc ça peut être pertinent. J'espère que déjà que mmh, Saint-Pierre-sur-Rivière va me faire un petit virement parce que du coup, on fait une bonne pub sur sur leur village. alors, ouais, 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 on verra. Je t'avoue que je sais même pas si cette commune existe. Parce que ça, je Ah l'ai oui! généré par IA et d'après Ah, moi, bah, ils sont forts. l'IA a dû être assez intelligente pour inventer une commune. Mais À vérifier, à vérifier. mais c'est sûr que du coup, ce label, moi, je me renseignerai si, dans ma, communauté de communes, ma commune, on en parle. Attends, je vais arrêter le partage parce que là, Mmh. ça devient psychédélique Je viens de le faire. et c'est vrai que plein de fois, en fait, les gens vont se baigner comme ils ont pas l'information de où ils peuvent se baigner en sécurité, ils font au plus près, ils font au plus court et ce qui est Mmh. peut-être slash souvent, le plus dangereux, quoi. Oui, exactement et tu sais, on dispose maintenant de plus en plus de moyens. J'ai vu, par exemple, des collectivités dans le 93, qui organisent des baignades, dans la Seine. Tu as dû voir, ce sera peut-être intéressant de mettre ces images, à l'issue, mais des pontons, où ils stoppent un petit peu le courant et où les gens peuvent se baigner et puis en plus de ça, ils sont très, très équipés en termes de sauveteurs aquatiques. Les mecs, ils ont l'air de très bien bosser, ils ont de suite une bouée tube avec eux, enfin bon, c'est super adéquat de pouvoir proposer des points de baignade aux gens pour éviter justement ces baignades, comme je disais tout à l'heure, j'ai oublié le terme maintenant, mais sauvages, pardon. Ouais. Donc normalement, on doit peut-être les voir à l'écran. Je sais pas si ça apparaît. Voilà, comme Alors ça, j'aurai pas de c'est en train de montage. charger. Voilà, Voilà, exactement. j'aurai pas de montage à faire comme ça post studio et ça Mmh et mh. ça me va très bien. Bien sûr, Mais bien sûr. mais c'est sûr que c'est toutes des problématiques, mais c'est parce que je pense qu'à un moment, ils sont posés en se disant: «Attendez, pour se baigner dans la Seine en sécurité, qu'est-ce qu'il faudrait faire?» et c'est quand on se pose les questions que les bonnes réponses, alors pas forcément la réponse, parce qu'il y a pas une réponse, mais il y en a plusieurs, Non.
Et c'est comme Non. ça qu'elles apparaissent, quoi. Ouais. Et à mon sens, tu vois, les communes qui mettent en place ce genre de dispositif, même si c'est des dispositifs éphémères, hein, qui c'est pas une piscine pour apprendre à nager, mais en tout cas, on propose une baignade qui est aménagée, qui est surveillée, et ben, ces communes-là, il faut les mettre en avant. Et donc, d'où cette petite idée-là du label, commune baignade surveillée. Mais je me renseignerai. Alors, je crois que dans ma communauté de communes, il n'y a pas de baignade surveillée en dehors des piscines, mais je me renseignerai. De toute façon, je suis un Mmh nouveau mh, élu à la mmh. communauté de communes. Il faut que j'apprenne le nom des 54 communes et ça me, ça Oh me punaise, c'est une grosse com ça. Ah bah, il, félicitations, félicitations pour ton poste. il va reste encore pas mal de boulot à faire. Donc, on a bien vu que PEA, prévention, enseignement, qu'il y avait tout un travail en amont à faire. Et en fait, de plus en plus, on se rend compte que avant d'aller à la piscine, avant d'aller se baigner, avant d'être confronté à ça, il faut être sensibilisé. D'où ce genre de journée, d'où les interventions qui sont faites des fois par les maîtres nageurs en classe, etc. Mmh mh. Et du coup, il y a le A. On peut s'attarder un petit peu sur le A. Qu'est-ce qu'il signifie? Oui, alors c'est ce que je t'expliquais déjà sur, adopter les bons comportements. Quand on dit adopter les bons comportements, c'est ce que je t'expliquais, éventuellement, déceler les signes de fatigue chez l'un, chez l'autre. Tiens, je rebondis sur la petite vidéo que tu nous as, transmise tout à l'heure concernant enfin de la FFN. Adopter le bon comportement, ce serait justement, expliquer aux gens, bah, attention alcool, attention stupéfiants, limitez ou interdisez votre collègue, hein, les activités aquatiques ou la baignade. Attention danger, quoi. C'est tout Voilà. ça, Alors, les je leur diffuse et justement, en fait, c'est à ce mmh, moment-là qu'il faut agir. C'est au moment où, en mode, bah attends, t'as bu de l'alcool, on est là tranquille, va pas faire du paddle maintenant, quoi. C'est à ce moment-là, le A, il s'implique réussi, mais il s'applique là s'il y a eu le P avant, quoi. exactement, exactement. D'où en fait, c'est pour ça que je fais cette comparaison avec le continuum, enfin, il y a un continuum avec la sécurité routière. La plupart des gens maintenant sont sensibilisés, c'est pour ça qu'on voit aussi le taux de mortalité baisser sur la route. Mais si votre collègue est alcoolisé, et ben, vous allez lui prendre les clés, par exemple, de la voiture pour pas qu'il aille s'enrouler autour d'un platane. Eh bien, sur l'aspect noyade, c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en place. Complètement. Donc voilà, le A sur adopter les bonnes conduites, en fait, c'est toujours le même discours, mais vaut mieux prévenir que guérir. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Et du coup, je pense que ça met en place aussi un problème plus large. C'est de toute cette éducation, d'accepter de dire à ses copains, là tu fais des conneries, ou accepter que nos copains nous disent, là tu fais une connerie, et de Oui, bien le prendre et que ça devienne concret, quoi. complètement. Mais tu sais, quelque part, si tout le monde bénéficie de l'aspect prévention en amont, eh bien, tu acceptes aussi plus facilement, je dis la critique, mais c'est pas vraiment la critique, mais tu acceptes plus facilement les conseils de prévention de tes collègues en disant: Là, tu vois, il a raison, on m'a déjà mis au courant quand j'étais petit, on m'a déjà mis au courant, bah, quand j'étais plus grand, lycée, collège». Il faut continuer à marteler un petit peu le sujet. Là, tu vois, par exemple, la journée de prévention contre la noyade, eh bien, elle tombe le 25 juillet. Ce serait quand même peut-être un peu plus intéressant de le faire juste avant le brevet des collèges, et puis, avoir la capacité, ben, d'en parler à tous les enfants, par exemple. Faire Ouais, venir un maître nageur sauveteur dans l'établissement, faire venir, des acteurs des secours, des pompiers, ce genre de choses, qui expliquent, ben, ouais, voilà, si là vous vous noyez à côté de votre maison, il y aura pas de secours avant 20 minutes. Qu'est-ce que vous allez faire pendant 20 minutes de votre copain inanimé? Tu vois? ouais. Essayer de souligner cette problématique. Mais c'est un de mes gros alors, je passe ma journée à dire que j'ai des objectifs, mais j'espère que Mmh. 2027 sera une année chargée. Mais j'aimerais bien faire des partenariats avec les différents acteurs, avec aussi l'éducation nationale pour sensibiliser, pour parler. Voilà. Je suis persuadé qu'il y a plein de choses à faire et que c'est surtout important. Il n'y a qu'à voir le nombre d'acteurs qui ont répondu présents à l'invitation avant de se demander: «Attends, est-ce que je suis disponible?» C'est important de parler de prévention de la noyade, alors on fera en sorte d'être disponible.
Complètement. Il y a quelque chose enfin, il y a quand même un chiffre que j'aimerais, donner. C'est qu'actuellement, enfin, il est considéré qu'un Français sur 6 ne sait pas nager. Un Français sur 6, ça commence à voilà, on n'est pas loin de 2 personnes sur 10, je veux dire, c'est quand même beaucoup. Voilà, et encore, cette enquête, elle a été faite, sans définir exactement ce qu'est le savoir nager. C'est quelque part un chiffre pour moi qui est important de souligner. Ouais, ouais. Et je le souligne d'autant plus qu'on est 6 dans ma famille. Voilà. Donc, il y en a un de nous 6 qui ne sait pas nager. Voilà. Moi, normalement, c'est bon. Mais petite dédicace à Maldo, qui est la personne qui a fait le moins de natation dans la famille, alors que c'était obligatoire pour Ah! nous, les plus vieux. Ah! Voilà, la parenthèse est fermée. Voilà, j'ai Nadia, parce que j'ai un groupe WhatsApp où il y a la communauté Swim Smart qui interagit, où Mmh. on se motive entre nous, parce que forcément, quand on ne peut pas aller en club et qu'on est un peu tout seul, c'est compliqué de se motiver à nager. Donc, j'ai créé ce Je groupe-là pour qu'on comprends. se motive entre nous. Et elle pose une question pour le live, donc j'en profite pour la lire. Oui? D'après les recommandations données, faut-il absolument éviter de se baigner dans un site naturel non surveillé? Alors, c'est Ah, c'est très compliqué pour moi de vous répondre parce que, par définition, il existe 3 types de baignade. Il y a la baignade interdite qui est, fixée par des arrêtés ou, municipaux ou préfectoraux où là, scrupuleusement, vous n'avez pas le droit de vous interdire, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. Comment dire? C'est punissable, quoi. Ensuite, il existe les sites de baignade qu'on appelle à vos risques et périls. Et là, du coup, la question, je pense, s'adresse, pour ce genre de site de baignade, comme son nom l'indique, c'est à vos risques et périls. C'est-à-dire que, quelque part, c'est là que le PEA, rentre complètement en adéquation avec ces sites-là. C'est, est-ce que je suis en capacité de me mettre à l'eau? Est-ce que je suis en capacité de sortir de ce milieu-là? Et là, il faut réussir à identifier les dangers. Enfin, en oui, en jurisprudence, il existe un terme, c'est, agir en tant que bon père de famille. La question qu'il faut que vous vous posiez, c'est: «Est-ce que je ferais baigner mon enfant ici?» Si la réponse est négative, cherchez pas, vous n'y allez pas, vous faites pas baigner vos enfants, vous faites pas baigner vos neveux, vos nièces, vous faites baigner personne. Voilà. Et après, évidemment, ce que je vous conseille, c'est d'aller évidemment sur le troisième type de baignade, qu'on appelle les baignades surveillées et aménagées, où là, vous avez des professionnels qui sont en poste, qui sont prêts à intervenir, qui ont le matériel pour, et cetera. Voilà, donc je réponds pas, comment dire? C'est pas blanc ou c'est pas noir, c'est du gris, et c'est là qu'il faut que vous soyez en capacité d'analyse. mais alors super intéressant comme réponse et comme question. Merci Nadia de la poser. De toute façon, c'est avec vos questions qu'on va pouvoir faire un live qui vous est utile et pas juste intéressant, Complètement. mais aussi utile. Donc, n'hésitez pas à la poser. J'espère que les associations féministes vont pas me tomber dessus parce que tu as dit qu'il fallait agir comme bon père de famille, mais il y a aussi des mères de famille qui agissent très bien. Donc, Ouais, ouais. ça peut, Alors ça peut être les deux. désolé, c'est la jurisprudence qui parle de ça, mais agissez comme de bons parents de famille, si vous voulez. Voilà. Donc, je Mmh. veux pas j'ai pas assez de visibilité pour me permettre ce genre de dossier. Je comprends. Et je renvoie, j'avais fait un épisode l'année dernière, j'avais fait toute une série de capsules quotidiennes sur justement comment appréhender la baignade l'été, et j'avais justement fait un épisode sur les différents types de baignade comme tu viens de faire. Mmh. Très bien. Donc voilà, et parce que effectivement, c'est important de faire la différenciation entre les deux. Et je pense qu'on peut aller un peu plus loin en disant que si on va se baigner dans une baignade à vos risques et périls, bah, même si c'est à vos risques et périls, n'y allez pas seul, ou au moins ayez une bouée, enfin, ayez conscience un peu de tout Exactement. ça, quoi. Ouais, 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 complètement. La baignade isolée, c'est un gros problème parce que, c'est à partir du moment où on a un problème que, qu'on comment dire? Seul, qu'on peut être retrouvé seulement 2, 3 jours plus tard. De toute façon, l'élément important, c'est le temps avant que les secours interviennent. Évidemment que si Mmh. on est tout seul, bah, ce temps-là, bah, on ne le Exactement, maîtrise pas du tout. exactement. Donc voilà, Ap vas-y. Après pour rebondir sur la question de Nadia, il faut savoir qu'il y a énormément de sites,
que les élus classent comme baignade interdite, justement pour l'aspect aussi de protection juridique des collectivités, hein. Je reviens par exemple sur ma région, le Rhin, le Grand Canal d'Alsace sont complètement interdits à la baignade, par exemple. D'accord. Bah, Côté c'est sûr qu'en français. tant qu'élu, Si on ouais, bascule, si on bascule côté allemand, qui n'ont pas la même réglementation, le même fleuve d'un côté est français, de l'autre côté est allemand, eux, c'est baignade à leur risque et péril, par exemple. mais ça s'arrête à la frontière, c'est comme Tchernobyl, voilà. C'est exactement Le pareil. danger s'arrête là. Exactement pareil, c'est ça. Il nous reste un tout petit peu de temps. Plutôt Mmh. dans l'échange qui était passionnant, tu as dit que tu voulais parler un petit peu de ta commune. Est-ce que tu te Oui, souviens pourquoi? bah, Et donc, ça le ouais, ça va complètement me faire la transition. En fait, donc, moi, j'ai la chance d'être un fils de maître nageur. J'ai la chance d'avoir grandi, dans une piscine où j'y passais, très clairement tout mon temps extrascolaire. C'était une piscine qui a bénéficié, enfin, du moins, c'était une piscine tournesol. Pour ceux qui connaissent pas, les piscines tournesol, c'est, ce qu'on appelle aussi les soucoupes volantes. C'est des piscines qui ont été établies, entre les années 73 et 76, par un plan qui s'appelait le plan 1000 piscines. Le plan 1000 piscines avait été porté par un ministre qui était, Joseph Comiti, suite à une petite déculottée qu'on s'était pris au JO de Mexico en 1968 et voilà, très bien, ces superbes, piscines tournesol. Moi, ça me fait toujours un petit, comment dire? Ah bah, c'est nostalgique, hein. Hem, ouais, ouais, une petite Madeleine de Proust quand je vois ces piscines. Donc du coup, pour revenir sur ce que je disais, donc dans les années 70, il y a eu le projet 1000 piscines où, l'État a décidé de faire construire à moindre coût pour les collectivités qui étaient partantes, énormément de piscines. Pourquoi? Parce qu'on s'était pris une petite déculottée aux JO de Mexico de 68 et parce qu'on avait à ce moment-là, de nombreuses noyades également. Hem Ce plan 1000 piscines, alors on n'est pas arrivé à faire 1000 piscines en réalité, il y en a seulement 545 qui sont sortis, de terre. Sur ces 145, il y avait différents modèles. Il y a, le tournesol que tu viens de montrer, il y avait le caneton, il y avait le plein ciel, et après, 3 autres modèles qui sont un petit peu moins connus. Le concept était simple, c'était proposer, à aux concitoyens beaucoup plus de bassins d'apprentissage. Alors c'était des bassins qui n'étaient pas forcément extrêmement ludiques comme on connaît maintenant. C'était des bassins purs et durs, 25 mètres, 4 lignes d'eau, 80 centimètres d'un côté, 1,80 m à 2 mètres de l'autre. Ce plan 1000 piscines, il a permis à apprendre à des générations complètes à nager. Moi, j'en suis l'exemple type. Toi, Théo, tu as plus ou moins mon âge. Je pense que tu as dû passer au moins une fois dans ta vie dans une piscine, 1000 piscines. Je sais pas si je me trompe ou pas? J'ai passé 7 ans à la piscine des Abrés en tournesol. Donc, oui, oui. OK. C'est Bon. la même nostalgie, la même Madeleine de Proust. Et encore un peu plus parce que je suis élu à la ville de Commercy, qui est la ville de la Madeleine. Donc, comme ça fait un petit Ah clin bah, d'œil. d'accord. Bah, voilà, très bien, très bien. Et il faut savoir que ces piscines, progressivement, parce que, c'est des piscines qui ont un coût d'exploitation assez élevé, dû au coût énergétique, dû à la gestion, des fluides et cetera, commencent petit à petit à être abandonnées par les communes. C'est l'exemple de ma collectivité. Il y a, maintenant une petite quinzaine d'années, ils ont décidé de démolir cette piscine. Alors, quand on démolit une piscine, en fait, OK, on s'enlève peut-être une petite épine du pied en termes de gestion et en termes de, pécunier pour la collectivité, mais par contre, on supprime l'accès à, l'apprentissage, on supprime l'accès à la baignade, tout simplement, à, des milliers de citoyens. Ces piscines, eh ben, vous voyez, vous faites le calcul, 70, maintenant on est en 2026, bon ben, elles ont plus d'une cinquantaine d'années. Elles commencent à disparaître petit à petit de notre vision, c'est des infrastructures qui commencent à être, ouais, exactement, et qui commencent à être complètement vieillissantes et pour le moment, elles sont pas ou très peu remplacées. Je me suis permis de regarder quelques chiffres. Là, en France, on estime à peu près à 3 700 piscines. Quand je dis piscine, c'est bassin, d'éducatif et d'apprentissage. Donc 3 700 piscines, ça correspond à environ une piscine pour 19 000 habitants.
Pour les maîtres nageurs, on parle de fréquentation maximale instantanée, de FMI. Je connais aucune piscine qui a une FMI de 19 000. Oui, C'est-à-dire et que les gens commencent à râler quand ils sont 5 dans la ligne d'eau. oui, Donc, exactement. Exactement. Ça voudrait dire que, quand on voit les pics de chaleur qu'on a enregistrés, cet été, on a eu du 42 surtout sur toute la zone ouest. 42 degrés, les gens, ben, à un moment donné, ils pensent qu'à une chose, c'est se mettre à l'eau. C'est animal. Donc si vous ne pouvez pas vous mettre à l'eau dans une piscine qui est mise à disposition par votre collectivité, vous faites quoi? C'est à partir de ce moment-là qu'on a, des mises en péril, en fait, hein. Parce que les gens vont se baigner soit sur des sites interdits, soit sur des sites, à leur risque et péril comme le nom l'indique. C'est passionnant et ça me fait penser à, du coup, je suis élu à la communauté de communes. Je suis dans la commission qui, entre guillemets, «chapeaute» la DSP parce qu'on est en Mmh. fonctionnement de DSP et il y a D'accord. eu une phrase qui m'a marqué, du président de la communauté de communes, qui disait qu'effectivement, d'avoir un centre aquatique, ça fait entre guillemets «un problème» parce qu'il y a 1 million d'euros par an, que ça C'est a pas un étonnant, ouais. impact. Mais que Mmh. si on n'y avait pas, il y aurait des problèmes encore plus graves, l'accès à l'eau, l'accès à l'apprentissage de la natation, de la baignade, et cetera, et cetera. Faut bien garder ça en tête. Exactement, exactement. Et C'est une grosse problématique. Alors effectivement ça coûte cher un établissement de bain, c'est sûr. Par contre, je pense que ça coûte beaucoup moins cher d'avoir, dispositifs comme on a vu tout à l'heure dans la Seine, là dans le 93. Ça, vous payez pas, l'eau, vous ne payez pas le traitement de l'eau, vous ne payez pas, le chauffage de l'eau. Il y a juste la charge, RH éventuellement. Mais quelque part, est-ce qu'il vaut pas mieux payer X, surveillants, plutôt que d'avoir, un décès sur la collectivité qui d'ailleurs peut aussi coûter de l'argent si la collectivité est jugée responsable de ce décès? surtout quand on sait que la plupart des noyades ont lieu en eau naturelle, autant y être le plus possible en amont dans un truc encadré pour limiter l'impact après, quoi. Exactement. Exactement. Alors, Théo, j'ai compris que tu aimais être ponctuel. Ça va bientôt être, l'heure, si tu me permets. J'aimerais juste citer, 2 partenaires qu'on a au niveau de la FNMNS qui, œuvrent justement, beaucoup sur tout ce qui est prévention et risque de la noyade. Est-ce que tu me permets de le faire? Ah bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. OK. Alors déjà, on a une de nos associations qui a mis en place un projet qui s'appelle le projet, Junior Lifeguard. Si tu cherches en même temps sur internet, tu auras de Ouais. suite, énormément de visuels. Eux, ils mettent en place en fait ce plan d'enseignement aquatique, avec, alors attends, non là tu les vois pas ressortir. Recherche peut-être juste le site en lui-même OK. plutôt qu'image. Vas-y, je te mets à l'antenne et puis comme Ouais, ça, le temps ouais. que je cherche. Donc, eux, ils mettent en place, le Junior Lifeguard Tour. Pour le moment, c'est un tour qui se fait principalement sur la côte ouest, entre, la Vendée et la Charente-Maritime. Ils vont d'ailleurs intervenir dans le 93 parce qu'une collectivité leur a proposé et donc eux, ils mettent en place cette action de prévention, c'est-à-dire, ben, voilà, les zones de baignade ressemblent à ça, les risques, vous pouvez les identifier de telle et telle voilà, très bien, de telle et telle manière. Ils font une petite formation, sur tout ce qui est, secourisme et gestes à apporter. Bah, voilà, tu vois, 1er secours, promouvoir les gestes qui sauvent, la sécurité, du littoral. Ils font aussi, une petite partie environnementale, parce que nos côtes sont de plus en plus sales. Exactement. Et voilà, c'est une de nos associations qui a mis ça en place. On supporte énormément ce projet et il commence à très bien marcher. Pour le moment, comme je te disais, le Junior Tour, est localisé principalement sur la côte ouest, mais à terme, c'est quelque chose qu'on aimerait étendre sur le territoire national et c'est une association et un programme qui commence à chercher des ambassadeurs. C'est une petite bouteille à la mer, mais hésitez pas à devenir ambassadeur. Vous disposerez d'un petit kit de prévention, vous disposerez, d'une formation et cetera et c'est des choses que
par exemple, tout maître nageur pourrait mettre en place pendant un projet éducatif pendant la période scolaire. Et bah, Et c'est. Vas-y, excuse-moi. non, non, voilà, j'ai fini pour ça. Si tu veux clore là-dessus, et après, je parle de notre deuxième petit partenaire. Non, mais c'est intéressant s'ils veulent venir présenter. Alors, je vois que les dates, moi, je pourrais pas y être parce que Mhm. je suis pas en vacances à ce moment-là. Mais s'ils veulent venir intervenir, présenter ou faire un bilan à la fin, ou voilà, c'est avec grand plaisir. Eh bien, Voilà, j'ai très bien. fait ce Je podcast te... pour parler de ce genre d'événement, quoi. Bah, super, écoute, je te donnerai les coordonnées de Gaylor qui a mis en place tout ce programme-là. Je te les donnerai Parfait, sur LinkedIn. Et parfait. notre deuxième partenaire qui fait pas mal de communication, qui commence à être très connu, c'est Flotti. Alors, Flotti, Ah oui. c'est des gilets anti-noyade. Ils vendent des gilets anti-noyade pour permettre au moment où le petit, donc ça s'adresse principalement aux enfants, ils en ont mis en place pour les adultes, mais au moment où le petit tombe à l'eau, il y a une cartouche de CO2 qui gonfle un brassard, et donc du coup le petit est surélevé et a les voies aériennes qui sont sorties de l'eau. Nous, on a mis en place un partenariat parce que leur produit, c'est un produit qui est qui est complètement finalisé, qui est très bien, qui a fait ses preuves, qui est un t-shirt, pardon, de base. L'enfant n'a pas l'impression d'avoir de brassard. Il a un t-shirt sur lui, qui est un t-shirt d'ailleurs anti-UV. Et le gros avantage de notre partenariat, c'est qu'on a mis en place un écosystème. Ils ont compris, leur matériel, il est très efficace en cas d'incident, au final, pour pas que ça se transforme en accident. Mais par contre, ils ont compris aussi que il fallait mettre en place cet écosystème avec l'apprentissage de la natation. Et le partenariat fait que les maîtres nageurs qui sont adhérents à la FNMNS et qu'ils le souhaitent, à partir du moment où une famille achète un t-shirt anti-noyade, eh bien, ils peuvent être mis en relation avec un des maîtres nageurs de notre fédération et disposent d'un bon de réduction de 5 € sur le premier cours de natation. Notre maître nageur récupérera les 5 € grâce à Flotti. Donc, c'est un cadeau que fait Flotti aux familles qui achètent ce matériel. Et le but, c'est faire juste une mise en relation, avoir cette première inertie d'apprentissage de la natation. C'est trop bien, ça a l'air d'être un super produit. Ils sont en pleine communication parce que j'ai vu qu'ils avaient envoyé des exemplaires à pas mal de gens sur Instagram. Donc, Mmh. je pense que tout le monde les a vus. On a bien vu qu'ils ne s'en avaient pas envoyé à moi. Donc, je pèse pas encore assez dans le game. Il faut que voilà, que je fasse un peu plus de communication. Mais voilà, c'est avec OK. grand plaisir. Ça a l'air d'être un très bon produit. Et c'est tout à fait normal de citer ses partenaires, c'est le jeu. Et un grand merci, Lucas, pour tout le travail que vous faites à la FNMNS. On a appris C'est au avec moins le nez. plaisir. Merci de Mmh. ton intervention pour une première en podcast, c'était nickel. Tant mieux. Voilà. On a suivi à peu près ta trame. Donc, Oui, 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 voilà, on est très bien. On est j'ai très bien. bien Super. compris. Non, c'est un grand plaisir. Au plaisir de te recevoir à nouveau pour d'autres sujets. Au plaisir, j'adorerais faire un partenariat avec votre entité qui est un gros acteur du secteur. Il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas de problème. Et donc, en plus, Tatifen qui réagit sur qu'elle a découvert Flotti et qu'elle a présenté. C'était top. Eh Donc, beh, voilà. bravo Tiphaine. Alors Tiphaine, je vais aller voir dans ma base de données, parce que maintenant que je vois la photo, je suis sûr qu'on a déjà, pu échanger quelques messages sur LinkedIn et je vais aller voir dans ma base de données si tu es formateur. Désolé Tiphaine, je connais pas encore tous les formateurs de la FNMNS. On en a plus de 2 400. Donc du coup, je vais aller voir de suite sur notre extranet parce que je vois qu'elle a fait une formation, au geste qui sauve. Voilà, c'est Bravo, ça. c'est grâce à nos acteurs comme nos formateurs, comme nos MNS adhérents, qu'on arrive à avancer. Donc, merci à eux. Merci Théo d'avoir pris le temps de m'inviter. Bon courage pour la suite de la journée parce que je pense que tu n'as pas fini encore. Tu as encore pas mal de Non, têtes d'affiche qui vont arriver. Et merci pour ce que tu fais. c'est ça. Avec un grand plaisir. C'est important.
Et je le fais effectivement toute la journée. Il me reste encore 6 heures de live, mais ça veut dire 6 heures de conversation passionnante. Et la prochaine invitée, elle est d'autant plus remarquable que c'est une de mes amies. Donc, trop content de la recevoir. Parfait. Allez, à très Parfait. vite, Lucas. On reste en contact. Il y a Au plein de choses à revoir. faire. Ouais. À très vite. Salut. Au plaisir.